Alors pourquoi j'ai intitulé mon exposé « Énigme de la société » ? C'est très simple, c'est parce que je suis parti d'une réaction très subjective, j'entends tout le temps parler de société et je ne comprends pas ce que l'on met derrière le mot société. Et il m'a semblé pouvoir être utile à votre réflexion en réfléchissant avec vous sur ce que veut dire le mot société. Alors bien évidemment, je pense que la société, ça a du sens, mais il y a un moment, je me suis dit qu'il n'en avait aucun, et j'ai relevé une dizaine de poncifs que l'on entend à propos de la société, et, à mon avis, qui nous mettent dans le brouillard le plus complet. Le premier poncif, c'est la société française. Est-ce que la société française existe ? Ma réponse, c'est non. Il n'y a pas de société française. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a des sociétés françaises avec des images de la société française, mais qu'il n'y a pas une société française qui aurait existé comme ça, d'une manière éternelle. Puis le deuxième point, bien, il y a des points de vue sur la société, et nous apercevons qu'il y a ce qu'on appelle la fracture sociale et la fracture politique, et que j'imagine qu'un SDF et un bourgeois n'ont pas tout à fait la même vision de la société française, et je ne sais pas si un SDF, vous n'allez pas le faire hurler quand vous allez parler de société française. Et puis, puisque c'est d'actualité, la droite et la gauche n'ont absolument pas la même vision de la société française, c'est-à-dire nous vivons dans une société où il n'y a aucun consensus sur la notion même de société, et je ne suis pas tout à fait sûr que nous fassions société. Le deuxième point, je ne sais pas si vous avez entendu, la société actuelle. Tout d'un coup, on entend des banalités. Ah, ça c'est la société actuelle. Mais c'est quoi la société actuelle ? La société actuelle, à mon avis, c'est un certain spectacle social dans lequel on est et qui fait que certaines choses se disent, certaines choses se montrent et certaines choses sont tolérées, et on appelle société ce qu'on tolère dans ce qui se fait. Donc vous voyez des gens lever les bras au ciel en disant « c'est la société actuelle », ça veut dire comment est-ce qu'on peut entendre ce qu'on entend, voir ce que l'on voit et tolérer ce que l'on tolère. Bon, et c'est quoi la société ? C'est une image, c'est pas la société. Troisièmement, c'est la faute à la société. Alors là, la faute à la société, mais ça désigne qui ? Ça désigne quoi ? Et ça veut dire quoi, la faute à la société ? C'est la société qui a inventé la morale. Et comment est-ce que vous avez vu à un moment une société inventer la morale ? Je comprends très bien que dans des milieux particulièrement clos de certains villages, vous avez une certaine pression sociale qui fait qu'on impose un certain nombre de valeurs, mais, comme disait Rousseau, jamais des êtres humains se sont réunis pour dire qu'il fallait inventer la morale, tout simplement parce que pour ce qu'ils réunissent et qu'ils inventent la morale, il faut qu'ils aient l'idée de la morale, et avant de l'avoir inventée, ce qui est quand même un tour de force, et il faut que la société existe avant la société pour avoir inventé cette société morale. Tout dépend de l'environnement social. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce qu'on peut tenir ce genre de propos ? Croyons-nous que tout dépend de l'environnement social ? Il me semble que c'est une formule magique qui croit que parce qu'on va changer l'environnement, eh bien à un moment, tout va changer magiquement. Je suis sûr que dans certains cas, on change l'environnement, mais ce n'est pas mathématique, ce n'est pas quelque chose de mécanique. Il faut changer la société. Mais qui peut changer la société ? Qui en est capable ? Il faut changer de société. Mais comment peut-on passer d'une société à une autre ? Est-on jamais passé d'une société à une autre ? C'est l'individu qui est à la base de la société. Mais comment est-ce que vous savez que l'individu est à la base de la société ? Et comment vous savez que c'est la société qui fait l'individu ? Bref, je vous introduis simplement cela pour nous faire réfléchir sur la société. Je crois qu'on manipule le mot « société » dans tous les sens. Pourquoi ? Et là,
ça nous concerne. Parce qu'à mon avis, on pense la société comme une chose, alors que la société est une relation, et j'irai même plus loin, la société est impensable sans une philosophie. Et ce qui nous manque le plus à propos de la société, c'est ce que j'appellerais une philosophie sociale. Qu'est-ce que c'est? Comment je vois la société? Moi, je vois la société un petit peu, à mon avis, comme Marx a essayé de la penser. C'est-à-dire comme étant l'humanité vivante et derrière l'humanité vivante, la pensée vivante. Lorsque Marx nous explique que la pensée, ça se passe dans la société, il veut nous expliquer, non, il veut non pas réduire la pensée à la société, mais rappeler que la pensée vivante s'exprime dans la société et que la société exprime la pensée vivante. Et c'est la raison pour laquelle, nous qui faisons de la philosophie, il me semble extrêmement intéressant de revenir vers ce qu'on appelle les pratiques sociales. Si vous lisez Michel Foucault, ou si vous lisez Bourdieu, intéressant, ils essayent de relier la philosophie à la pratique sociale, non pas pour remplacer la philosophie par la pratique sociale, l'erreur qu'on a faite, mais pour exprimer à quel point la pensée devient vivante quand elle devient sociale, et à quel point la société est vivante quand elle devient pensante. C'est-à-dire il faut réconcilier la philosophie avec la société. Alors, qui est-ce qui me l'a mieux fait comprendre encore? Vous me direz que c'est assez curieux dans les rapprochements que je fais, mais c'est Heidegger. Dans Être-temps, Heidegger parle de l'être ensemble quand il parle de la société. Hein, le Mitsein, le être avec, le être ensemble. Alors, qu'est-ce qui est très intéressant dans le être ensemble chez Heidegger? Et très intéressant, c'est qu'il faut relier ça à ce que Heidegger nous dit du logos. Et qu'est-ce qu'il dit du logos? Le logos, c'est ce qui rassemble, c'est ce qui recueille, c'est ce qui unifie, c'est ce qui fait le lien. Alors moi, je dirais la chose suivante. La société, c'est le lien, le logos qui est fait humanité, et c'est l'humanité qui est faite logos. C'est-à-dire, c'est exactement ce que Marx avait pensé, une relation entre la société et la pensée. Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est quand la philosophie s'incarne et quand l'humanité devient philosophique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire au sens fort la démocratie, ça veut dire Périclès, ça veut dire Athènes, ça veut dire ce que dit mon ami Claude, l'universel, l'esprit, ça veut dire la politique, ça veut dire l'Europe. Il y a quelque chose à faire entre la pensée et l'humanité, et la société, c'est probablement ce qui se rencontre entre le logos et l'humanité. Et alors là, je ferai référence à une expérience personnelle. J'ai longtemps réfléchi en me demandant qu'est-ce que c'est qu'une société. Et un jour, j'ai vu la société. Je l'ai touchée. La société existe, je l'ai rencontrée. J'étais boulevard des Invalides, non, j'étais avenue de Villars, et je passe un jour vers 20h, et je regarde, tout d'un coup, il y avait une fenêtre qui était entrouverte, et il y avait des gens qui faisaient de la musique ensemble. Et j'ai vu exactement ce qui me semble être la société, c'est-à-dire des individus qui sont liés ensemble par un intérêt commun et qui ont un plaisir d'être ensemble. Et ce plaisir d'être ensemble est extrêmement créatif. Et je crois que c'est très important par rapport à Hegel, Marx, Heidegger et également ce qu'on a vu. C'est-à-dire, on va rentrer dans l'idée du processus et on va rentrer dans l'idée du processus créatif. Et alors, quand est-ce que j'ai vu la deuxième fois une société?
La deuxième société, je l'ai vue à la Nouvelle-Orléans. Vous avez un endroit qui s'appelle The Preservation Hall of the Jazz. C'est le musée du jazz. Alors, le musée du jazz, c'est une petite salle où tous les soirs, il y a des concerts. Et comment ça se passe, un concert? Alors là, la moyenne d'âge, c'est 85 ans. C'est-à-dire que les gars, ils arrivent, ils ont le costard, et ils jouent ensemble. Et alors, à un moment, on voit une société, c'est-à-dire, il y a des moments où ils jouent tous ensemble, et après, chacun, à tour de rôle, fait son solo. Et alors là, on est dans un extraordinaire processus où tout le monde est avec tout le monde, mais tout le monde est avec chacun est avec chacun, et chacun est avec tout le monde. Et on est dans un processus circulaire qui va du tout vers l'individu, qui va de l'individu vers le tout, et qui crée ce plaisir d'être ensemble. Un plaisir palpable. Hein? Un plaisir palpable lorsque Starobinski analyse le contrat social de Rousseau, il nous dit quoi? Le contrat social de Rousseau ne se comprend que par la fête. Quand est-ce qu'on peut être dans ce type de société où tout le monde étant avec tout le monde, personne n'obéit à personne, où tout le monde obéissant à tout le monde, personne n'obéit à personne, et Starobinski dit, ça c'est la fête. C'est la fête dans laquelle, effectivement, tout en étant avec les autres, on est libre, tout en étant libre, on est avec les autres, et on a ce processus important. Alors j'y reviens. Et c'est ça qui m'intéresse dans l'exposé d'Hegel et qui me paraît très important. Lorsqu'il s'est agi de penser la société, on a remarqué trois choses. On a remarqué deux choses. C'est soit on pense la société comme un tout, soit on la pense à partir de l'individu, et le génie de Hegel, puis de Marx, puis de ceux qui ont fait de la critique sociale, ça n'a été de penser ni la société comme un tout, ni la société à partir de l'individu, mais la société comme un processus créatif qui ne cesse d'aller du tout vers l'individu, de l'individu vers le tout, et qui produit quoi? Mais qui produit des choses étonnantes. C'est que dès lors que les êtres humains sont pas ensemble, mais dans un processus créatif en étant ensemble, il se crée un certain nombre de phénomènes sociaux prodigieux, à mon avis, qui donnent naissance à ce qu'on appelle les figures de l'histoire dans la phénoménologie de l'esprit, où nous voyons les êtres humains approfondir ensemble l'expérience de l'existence et découvrir des niveaux de sens et des couches de sens de plus en plus profondes. Donc je vous propose l'idée suivante. Moi je crois que la société, c'est une création. Ça se comprend en étant une création permanente. Ça se comprend comme œuvre d'art. Je crois que la société, ça se comprend exactement comme la communauté esthétique décrite par Kant, avec une dialectique entre le génie et la communauté de goût, où le génie nourrit la communauté de goût nourrit le génie, et on fait des expériences de découverte, de création spirituelle sous la forme de figures diverses. Donc je crois que la société est importante. Et c'est l'idée que je voudrais introduire. On pense bien la société dans la mesure où on accepte de ne pas la penser. Je veux dire que la société, c'est un processus ouvert. C'est un processus de création permanente. Et toutes les erreurs qu'on fait, c'est en voulant donner des images à la société, ou l'image d'un tout, ou l'image d'un individu. La société, nous l'approchons quand nous acceptons d'aller vers elle. Nous ne sommes pas encore en société. Nous allons vers la société. Nous n'avons pas exploré toutes les possibilités de la société. Et à mon avis, c'est ça que veut dire l'esprit chez Hegel.
L'esprit chez Hegel, c'est extraordinairement créatif. Et l'idée, c'est de permettre à cette créativité de se manifester. D'où l'intérêt de ce que j'appellerais, je ne pense pas qu'il y a de la pensée sociale, je pense qu'il n'y a que de la critique sociale. Et la critique sociale, c'est quoi? Eh bien, c'est d'avoir une lucidité sur notre expérience à la fois individuelle et collective, pour savoir si nous sommes en train de vivre quelque chose de créatif ou quelque chose qui n'est pas créatif. Et donc, ça donne ici des processus qui sont des processus politiques extrêmement intéressants. Qu'est-ce que c'est que la politique? Pour moi, la politique est une activité critique qui vise à libérer les forces créatrices du corps social comme des individus. Alors, je crois qu'en ce sens, il importe d'avoir une pensée de la démystification afin de pouvoir arriver à la pensée du lien. Et je crois qu'il est important pour notre esprit que nous nous libérions des deux grandes tentations qu'il y a quand on pense la société. La première, c'est de penser la société comme un tout, et la deuxième, c'est de penser la société à partir de l'individu. C'est-à-dire, je crois qu'il faut revenir sur la relation entre le tout et l'individu, et les réductions que l'on fait de la société, ou bien au tout, ou bien à l'individu. Je crois que la société n'est ni l'affaire d'un tout, ni l'affaire des individus. C'est autre chose. La société, elle apparaît quand on a un rapport à la société, un rapport au tout, un rapport à l'individu, un rapport à la pensée. La société, elle apparaît à chaque fois qu'on s'interroge sur soi et qu'on s'interroge sur notre vivre ensemble. Alors, premier point, la question du tout. Je crois que beaucoup de personnes autour de nous, mais des gens qui ne sont pas simplement des personnes non cultivées, mais beaucoup de gens cultivés croient que la société, c'est un tout dans lequel sont rangées les parties qui sont les nôtres, et que ce tout nous conditionne. Et beaucoup de gens pensent que pour comprendre l'homme, il faut avoir la vision tout-partie avec le tout qui conditionne les individus. Je crois que cette vision de la société comme tout est la vision la plus archaïque, la vision la plus conservatrice qui soit, et la vision la plus totalitaire qui soit. Je crois que dans un monde qui est un monde qui vit dans la peur, dans un monde qui est un monde de misère, la société est un tout. Pourquoi? Parce qu'on explique que l'individu n'est rien sans la famille, sans la communauté sociale autour de lui. Ce qui ne laisse aucune chance à l'individu, aucune chance à la liberté individuelle, aucune chance à la pensée personnelle. Nous apercevons que une société morte est une société dans laquelle les individus sont terrifiés à l'idée de pouvoir être à l'extérieur de la société. Et nous apercevons qu'une société vivante, c'est une société qui permet à l'individu de faire des écarts par rapport à la société. Donc ça, c'est une vision archaïque, c'est une vision mythique, c'est une vision mythologique, c'est une vision, entre guillemets, primitive, dans laquelle nous avons affaire à une espèce de totalitarisme familial, social, tribal, clanique. Important. Les êtres humains, quand ils ont peur, fabriquent des tribus et des clans, et le clan tient lieu de société. Si vous faites partie du clan, on vous protège. Si vous ne faites pas partie du clan, vous n'existez pas. Souvenez-vous du problème de la maison de la Grèce. La Grèce, c'est quoi? C'est des luttes de clans continuelles. Souvenez-vous, regardez le monde autour de nous, nous avons des clans, nous avons des tribus, nous avons des mafias,
nous avons des sociétés secrètes, nous avons des choses qui ne pensent pas. Et quoi? Ce sont des lieux dans lesquels les individus s'agrègent et se donnent une sécurité d'existence par rapport à cette fusion à l'intérieur d'un certain univers matriciel dans lequel on pense avoir une forme de sécurité. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que toutes les visions conservatrices, au-delà des visions archaïques, reposent sur l'idée que la société est le tout. La société est l'essentiel. Dans les visions bourgeoises, entre guillemets, des choses, qu'est-ce que c'est que la vision bourgeoise? C'est une vision utilitariste, pour reprendre le langage de Hegel, et dans lesquelles, important, on vit pour la société, on vit pour le paraître, on vit pour les convenances, on vit pour les autres, on vit pour les relations sociales. Pourquoi? Parce que on repense le lien archaïque qui nous lie à la tribu et au clan sur un mode moderne. Et donc ça donne quoi? Ça donne des univers clos, comme dirait Bergson, particulièrement étouffants, et dans lesquels, à un moment, on se tient chaud ensemble. Et puis, ce qui me paraît important, et peut-être beaucoup plus inquiétant, c'est la vision sociologisante. Nous sommes marqués, chers amis, par une vision sociologisante qui délire à propos de la société, en disant que la société explique tout. Il y a quand même cette phrase extraordinaire de Durkheim disant que Dieu et la société, c'est la même chose. Dieu, c'est la société. La société, c'est Dieu. Et qui est-ce qui nous montre une très bonne explication de ça? C'est Auguste Comte, avec la sociologie, comme étant la science de toutes les sciences, capable en particulier de tout expliquer, et en particulier d'expliquer l'esprit. Nous vivons dans un monde qui a cru pouvoir expliquer la conscience humaine, l'esprit humain, à partir de la société inventant l'esprit et créant l'esprit. Ce qui est une contradiction totale. Kant nous explique bien que quand on est moral, c'est parce qu'on veut l'être, et justement parce qu'on a arrêté d'être conditionné. Or, nous entendons toujours autour de nous les gens dire, un certain nombre même de penseurs dire, si nous voulons que l'humanité devienne morale, il faut créer un conditionnement favorable pour qu'elle la devienne. Mais comment peut-on fabriquer de la conscience à partir de l'inconscience? Si je veux à un moment conditionner quelqu'un, ça veut dire que je ne m'adresse plus à sa conscience, je vais le manipuler et je vais le former et le formater à distance. Et donc, il sera d'autant plus efficace, d'après mon propre point de vue, qu'il sera conforme au conditionnement dans lequel je l'aurai élevé. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est d'apercevoir qu'un individu est d'autant plus moral qu'il est capable de prendre des distances à l'égard de la société. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est le premier point que je voudrais dire. Ça veut dire que la société n'explique pas tout. Et je crois qu'il importe de ne pas avoir une vision de la société comme étant un tout. Je crois que la société est une caisse de résonance par rapport à des potentialités créatrices qui se trouvent dans les hommes, et que tout l'intérêt de la société, c'est d'être cette caisse de résonance. Je m'explique. Qu'est-ce qui fait qu'un individu est moral, devient une conscience, devient quelqu'un de créateur, de génial? Personne n'en sait rien. Nous savons qu'il y a des potentialités créatrices dans les hommes, et à un moment, elles se révèlent pour des raisons que je ne comprends pas, et elles vont se manifester à l'intérieur de la société, laquelle va reprendre ces potentialités créatrices pour les diffuser. Du coup, que va-t-il se passer? Celles-ci vont susciter, inspirer d'autres potentialités créatrices. Je vais m'expliquer. Donc, je pense que la société est quelque chose qu'il faut comprendre comme un moyen de transmission et de propagation qui permet
de décupler, de propager les forces créatrices qui sont à l'intérieur des hommes, et à partir de là, de créer des phénomènes positifs d'inspiration collective. Et je pense qu'une société est d'autant plus vivante qu'elle ne retient pas les individus en son sein, mais qu'elle leur permet au contraire de prendre une distance à l'égard d'elle-même. J'irai plus loin, il n'y a pas de société sans anti-société. Je crois qu'une société est un phénomène de création et de critique continuelle à l'égard des tendances fusionnelles qu'il y a à l'intérieur de l'humanité, et non pas un espace dévorant dans lequel, telle une mère abusive, la société chercherait à ramener les individus à l'intérieur de son sein et de son ventre. Ça me paraît être le premier point. Autrement dit, je pense que la société n'est pas un tout, parce que la société n'est pas tout, parce que la société s'inscrit dans un processus créateur qui s'inscrit en elle. Je pense qu'elle est donc le prolongement, l'expansion de ce processus créateur, mais elle n'en est pas la raison ni la cause. Le deuxième point qui me paraît important, c'est la deuxième tentation qui est la nôtre. La deuxième tentation qui est la nôtre, c'est la tentation de l'individu. Qu'est-ce que c'est que l'individu? C'est la mauvaise réponse qui est donnée au problème du tout. Je pense que philosophiquement, ce problème apparaît avec les théories de l'individualisme et du pacte social qui apparaissent au XVIIe siècle. Ces théories naissent de quoi? D'une volonté de ne pas expliquer la société à partir du tout en réduisant la part de liberté individuelle, mais de restituer au contraire à l'individu une part de liberté en faisant de celui-ci le fondement de la société. Alors qu'est-ce qui est intéressant? C'est que cette vision individualiste de la société va donner naissance à trois types d'explications de la genèse de la société, ou plutôt à quatre choses. Premièrement, le pari de comprendre la formation totale de la société à partir d'une logique purement individuelle. Le deuxième point, c'est la mise en place d'une logique militaire, d'une logique économique et d'une logique biologique de l'explication de la société. Je vais très vite, mais si on reprend les théories du pacte social que l'on voit apparaître au XVIIe siècle, nous voyons apparaître, premier point, que ces théories individualistes s'expliquent, par les nécessités de lutter contre la violence. Pourquoi rentre-t-on en société? On rentre en société parce que si on continue tous à se battre les uns contre les autres, nous allons tous à la mort. Donc, nous rentrons en société pour des raisons qui sont des raisons stratégiques et qui sont des raisons militaires. Nous cherchons à nous protéger de la violence. Nous sommes dans un monde de guerre et nous essayons de faire échec à la guerre en rentrant dans la société pour échapper à la guerre. Vous avez reconnu ici Hobbes. Deuxième point, nous rentrons en société. Pourquoi? Parce qu'à plusieurs, on est plus fort que tout seul, étant donné que tout seul, on s'épuise, tandis qu'à plusieurs, on ne s'épuise pas. Et vous reconnaissez ici Rousseau dans le contrat social, on peut dire qu'il y a une vision à la fois économique et hédoniste. Qu'est-ce qui est intéressant dans ces visions et ces explications de la société par la logique de l'individu? C'est très curieux, ça parle de l'individu, mais c'est complètement individuel, dans la mesure où il s'agit de réagir ici en fonction d'une théorie de la conservation de soi-même. Qu'est-ce qui amène l'individu à rentrer en société? Ce n'est pas la décision de l'individu, mais c'est quoi? C'est la nécessité de survivre pour demeurer un individu, la nécessité de survivre
pour demeurer un individu, nous faisons rentrer dans une logique de la conservation qui est une logique purement biologique. Pourquoi rentre-t-on en société? On rentre en société non pas parce qu'on le veut, mais parce qu'on a peur de mourir. Et on a peur de mourir à cause d'épuisement, on a peur de mourir à cause de la guerre. Nous sommes ici dans une théorie biologique. Qu'est-ce qui m'intéresse dans cette théorie? C'est que ces théories individualistes nous parlent d'une construction de la société qui fait abstraction de trois choses sans lesquelles, à mon avis, on ne peut pas bâtir une société. Premièrement, dans les théories de Hobbes et de Rousseau, l'autre n'existe pas. Qu'est-ce qui m'incite à rentrer en société? C'est uniquement le souci de ma préservation personnelle, mais jamais on a affaire à quelqu'un qui vous parlerait de l'existence d'un autre être humain en face de nous avec ce que ça peut provoquer comme ébranlement et comme bouleversement dans la vie. Il me semble que si nous sommes en société, ce n'est pas simplement pour des raisons utilitaires, militaristes et économiques qui vont donner ce que Michel Serres appelle le complexe militaro-industriel où tout est fait pour se conserver, mais c'est tout simplement parce qu'il y a la rencontre étonnante d'un autre être humain en face de moi. Et là-dessus, je pense qu'il y a des choses magnifiques qui ont été dites par Lévinas sur l'expérience du visage et de l'autre. Tout d'un coup, il y a quelque chose, un espace qui s'ouvre. L'expérience d'autrui. La société, ça passe par autrui et pas simplement par une logique de conservation de moi-même où je vais utiliser les autres pour mon propre bien personnel. Je pense également que la société, c'est un lieu où on se parle. Qu'est-ce qui fait qu'on rentre en société? C'est qu'à un moment, quand même, il y a du langage, on se parle, et à travers le langage se crée un certain nombre de choses. Et le troisième point qui me paraît important, c'est le temps, c'est la complexité. C'est qu'on ne peut pas réduire l'entrée en société par un mécanisme unique. Qu'est-ce que c'est que l'entrée en société? Qu'est-ce que c'est que la fabrication de la société? C'est un processus permanent, complexe et qui dure longtemps et qui se nourrit des tas de choses. Et c'est là où je dirais que la société est une énigme. C'est que nous ne savons pas ce qu'il faut pour faire une société parce qu'il faut tellement de choses pour faire une société que la notion du tout est beaucoup trop simpliste et la logique individuelle de préservation de soi-même l'est tout autant. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez des salades délicieuses dans lesquelles vous avez des huiles, dans lesquelles vous avez différentes salades, différentes herbes, différentes épices. Mais c'est ça, c'est une extraordinaire cuisine. C'est comme si on voulait faire une salade avec une feuille de salade et un jet de citron. Il y en a beaucoup, on nous met à la diète totale. Alors que la société, c'est savoureux. Je dirais que c'est une cuisine absolument délicieuse. Alors, je terminerai par là. Qu'est-ce qui m'intéresse dans la notion de la société? Je crois que dans la notion de la société, nous sommes victimes d'un certain nombre de mythes qui pensent à notre place. Et c'est pour ça que je penserai les choses en termes de liens. Vous savez, il y a quelque chose qui me frappe en philosophie, c'est le passage de la chose à la relation. L'important n'est pas la chose, mais c'est la relation à la chose. Alors ça veut dire quoi la relation à la chose? Ça veut dire que la société commence dans le type de relation que je peux avoir avec la société, et la société commence dans ma propre réflexion sur la société. Autrement dit, il n'y a de société que dans une pensée de la société. Et ici, je voudrais quand même parler de Platon, parce qu'il me semble que Platon a parfaitement bien exprimé ce que signifie la société. Quand Platon parle de la société, il montre qu'on comprend bien la société si on met en parallèle le corps, la cité et le cosmos. Et si on s'aperçoit que tout d'un coup, le corps se reflète dans la cité, qui se reflète dans le cosmos, qui se reflète dans la cité, qui se reflète dans le corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je rentre en société à partir du moment où je m'aperçois que je fais société avec mon corps,
je fais société avec les autres, je fais société avec l'univers, tout fait société avec tout, et du coup, on voit ce que ça reflète, et on réfléchit sur ce que ça reflète. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, nous rentrons dans une vie qui est une vie sociale riche? C'est que nous rentrons dans une réflexion sociale riche, où nous voyons que la société nous invite à penser notre corps, à penser notre rapport aux autres, à penser notre rapport à l'univers, et du coup, tout se met à exister. Et là, à mon avis, on rentre dans une définition de la démocratie qui me passionne, c'est l'expression de ce que j'appellerais la cité, et la cité, c'est le droit de citer. Et le droit de citer, c'est que tout a droit de citer. C'est qu'on invite les différentes composantes de la réalité à participer, en quelque sorte, au cycle créateur de la réalité. Alors, vous voyez, en ce sens, je crois que là, nous avons une réflexion, une sorte de création sociale. Vous voyez, c'est ce que je voulais dire quand je voulais parler de création sociale. Et je terminerai en passant la parole au futur, à celui qui doit me suivre. J'ai fini. Mais en pensant à la société, je pense à Balzac. Je trouve tout à fait extraordinaire. Pour moi, Balzac m'a fait réfléchir, m'a fait comprendre ce qu'était la société à travers la comédie humaine. Pourquoi? Eh bien parce que il y a quand même cette chose extraordinaire chez Balzac, c'est qu'il a découvert la société comme étant une pluralité de mondes. Et en quelque sorte, en se découvrant lui-même, il a découvert la société, en se découvrant la société, il se découvrait lui-même. Cela veut dire, vous voyez, je pense qu'il y a un terme qu'on a oublié, c'est ce qu'on appelle la psychologie sociale. Et je crois que la société, la sociologie, sont profondément liées à la psychologie sociale. Et je crois que la psychologie sociale, c'est extrêmement important parce que c'est faire une expérience de découverte de soi à l'occasion de la découverte de la société. Et c'est probablement pour ça qu'il est si intéressant de réfléchir sur celle-ci. Je vous remercie pour votre attention et je vous demande pardon d'avoir été un peu trop long.